En 1204, une armée de Vénitiens et de chevaliers francs captura et pilla Constantinople, l'ancienne capitale de l'Empire byzantin. L'histoire a retenu cet événement comme l'aboutissement de la 4e croisade. Pour beaucoup, la 4e croisade est responsable de la chute finale de l'Empire byzantin. Stéphane Runciman, souvent critiqué pour sa fiabilité par les historiens actuels, a popularisé cette idée et demeure une figure influente. Runciman soutenait que la 4e croisade avait porté un coup fatal à l'Empire byzantin après la conquête de Constantinople par les Vénitiens et les Francs, l'Empire étant censé être trop fragmenté et endommagé pour jamais se rétablir complètement. Mais est-ce vrai ? Y a-t-il une véritable raison de croire que la 4e croisade a été l'événement décisif qui a détruit l'Empire byzantin ? En effet, est-il possible que des événements antérieurs aient finalement assuré la chute de Byzance ? Aujourd'hui, histoire des croisades réelles ? Nous allons examiner cette question et essayer d'y répondre. La 4e croisade a-t-elle détruit l'Empire byzantin ? Commençons par résumer l'histoire de la 4e croisade, lancée en 1198 par le pape Innocent III pour reprendre Jérusalem et d'autres territoires de Palestine aux chrétiens. La cible de la croisade était l'Égypte, le centre de pouvoir du sultan Ayyubide qui contrôlait alors Jérusalem. Les chefs francs ou français ont conclu un accord avec Venise pour construire une flotte et transporter l'armée croisée jusqu'en Égypte. Cependant, de nombreux croisés ont finalement opté pour d'autres moyens pour aller en Terre Sainte. Ainsi, les chefs francs se sont retrouvés avec une armée bien plus petite rassemblée à Venise qu'ils ne l'avaient initialement prévu. En conséquence, les francs ne pouvaient pas payer la facture de Venise pour leur flotte. En 1202, le doge Enrico Dandolo a exigé que les francs paient leurs dettes en aidant Venise à conquérir Zara, une ville chrétienne sur la mer Adriatique. En réalité, Dandolo demandait aux croisés de rompre leurs vœux solennels en attaquant une ville chrétienne. Les chefs francs acceptèrent, ce qui poussa de nombreux croisés à abandonner l'expédition avec dégoût et à se rendre en Palestine par d'autres moyens. Les Francs aidèrent les Vénitiens à prendre Zara en novembre 1202. Lorsque le pape apprit cela, il excommunia les Vénitiens et les Francs qui avaient participé à l'attaque contre Zara. C'est un moment crucial dans l'histoire de la soi-disant 4e croisade, car à partir de là, on ne peut plus vraiment parler de croisade. Après avoir attaqué une ville chrétienne et été excommuniés par le pape, les Vénitiens et les Francs ont perdu leur statut de croisés et ne faisaient en plus partie d'une croisade reconnue par l'Église. C'est donc un peu trompeur que la 4e croisade soit même appelée la 4e croisade. Les Francs, restés avec le doge et la flotte vénitienne, ont finalement attaqué et conquis Constantinople, une autre ville chrétienne. À ce moment, ils ont instauré l'Empire latin de Constantinople. Pendant ce temps, l'Empire byzantin s'est fragmenté en 3 États successeurs, centrés à Nicée, Trébizonde et Épire. Le gouvernement latin des Vénitiens et des Francs allait durer plusieurs décennies jusqu'à ce que les Byzantins reprennent Constantinople et rétablissent l'Empire byzantin en 1261. La conquête franco-vénitienne de Constantinople en 1204 fut l'une des rares fois où cette ville extrêmement bien défendue fut prise d'assaut. Mais est-ce que 1204 a vraiment détruit l'Empire byzantin ? Quel était l'état de Byzance avant la 4e croisade ? Quels autres facteurs intervenaient ? Il est possible que ce ne soit pas la 4e croisade qui ait détruit l'Empire byzantin, mais plutôt des évolutions internes à Byzance elle-même, remontant à plusieurs décennies et sans doute à des siècles. Fait crucial, les années 1180-1190 virent l'Empire byzantin s'effondrer de nombreuses façons. Des dirigeants incompétents et parfois malveillants ont réduit l'ancien empire byzantin à une simple coquille de ce qu'il était. Il faut se poser la question, comment la 4e croisade a-t-elle pu capturer Constantinople ? Tout au long de l'histoire, Constantinople avait été imprenable. Qu'est-ce qui était différent en 1204 ?
La réponse se trouve plus loin dans le passé. En 1180, Manuel Comnène, empereur byzantin, est décédé. Manuel avait été un empereur très compétent et il s'est avéré que sa mort allait signifier un désastre pour Byzance. Manuel laissa derrière lui un héritier enfant, Alexis II. En 1182, l'un des cousins du défunt empereur, Andronic Comnène, prit la tutelle du jeune Alexis II. Andronic Comnène était un vaurien sans scrupules qui, par le passé, avait tenté d'assassiner Manuel et avait déserté 2 fois chez les Turcs. À présent, Andronic Comnène lança un coup d'état au palais, étrangla à mort le garçon qu'il était censé protéger et s'empara du trône pour lui-même. Andronic Comnène déclara immédiatement une politique très anti-occidentale. Les Occidentaux, c'est-à-dire les chrétiens latins catholiques d'Europe occidentale et centrale, ne devaient n'en bénéficier d'aucune protection du nouvel empereur. Ainsi, le massacre tristement célèbre des Latins eut lieu à Constantinople en 1182, où des foules tuèrent des milliers de chrétiens latins, surtout des Italiens. Les chrétiens latins qui survécurent furent vendus comme esclaves aux Turcs seldjoukides de Rome. Mais le pouvoir d'Andronicus fut de courte durée. Des rébellions éclatèrent à travers l'Empire pour venger le meurtre d'Alexius II. En réponse, Andronicus lança un règne de terreur, soupçonnant tout le monde de comploter des coups d'État. Il fit torturer et assassiner d'innombrables personnes. Isaac Angelus, un jeune noble, mena une révolte qui permit à la foule de capturer et démembrer Andronicus. Isaac prit alors le trône. Mais le pire restait à venir. C'est à travers cette affaire sanglante que l'Empire byzantin passa entre les mains d'une famille appelée Angelos. L'historien britannique du XIXe siècle Charles Omen a écrit un jour que dans l'histoire de l'Empire byzantin. Cette période, sous le règne des 2 misérables Angelos, est la plus honteuse. Le mal particulier de ces 2 empereurs, Isaac Angelos et Alexis Angelos, était qu'ils traitèrent l'État byzantin comme un jardin de plaisirs personnels. Ils ont gaspillé les ressources de l'Empire en banquets et en luxe, tout en démantelant l'armée et les infrastructures. Les origines du problème existaient déjà. L'armée byzantine ne s'était jamais remise des invasions des Turcs seldjoukides au XIe siècle, qui avaient privé l'Empire de ses zones de recrutement traditionnelles. En Asie mineure, dès lors, les Byzantins dépendaient surtout de mercenaires étrangers. Manuel Comnène imposait une discipline stricte à ses mercenaires, tandis qu'Isaac et Alexis Ange étaient incapables de contrôler ses contingents dans l'Empire. Un État dépendant de mercenaires étrangers ne peut tolérer leur indiscipline, sous peine de mutinerie et de pillage. Isaac Ange a vidé l'administration civile de sa substance en mettant ses charges aux enchères au lieu de payer ses fonctionnaires. Isaac les a envoyés dans les provinces pour qu'ils tirent profit en extorquant les populations locales. Alexis Ange a dirigé son administration tout aussi mal et a refusé tous les conseils, sauf ceux de son entourage de flatteurs cupides et intrigants. En 1187, Isaac a envoyé une lettre pour féliciter Saladin d'avoir conquis Jérusalem aux croisés. Isaac, en revanche, perdait du territoire. Les Bulgares, mécontents de l'impôt de Constantinople, se sont révoltés en 1187 et ont fondé un royaume indépendant. En réponse, Isaac nomma une armée sous le commandement d'un homme nommé Brannus qui, au lieu de combattre les Bulgares, leva l'étendard de la rébellion et marcha sur Constantinople. Le lâche Isaac se tourna vers un autre mercenaire, le dur aventurier occidental Conrad de Montferrat. Isaac proposa à Conrad la main de sa sœur et un trésor d'or. Conrad mit Brennus en déroute et, pour l'instant, le trône d'Isaac était en sécurité. Cependant, les Bulgares s'emparèrent ensuite de Nikos, Sofia et Varna juste sous le nez d'Isaac. Pendant ce temps, un autre homme nommé Isaac Komnénos, un parent du défunt empereur Emmanuel, lança sa propre rébellion et s'empara de la riche île de Chypre. Isaac Komnénos se proclama empereur et souverain. De façon absurde, sur le minuscule empire de Chypre, une telle situation burlesque aurait été impensable sous les empereurs précédents, mais Isaac Ange était impuissant à discipliner son homonyme, et encore moins à reprendre Chypre.
Déjà, l'Empire byzantin se fragmentait. En 1189, l'empereur Frédéric Barberousse demanda à Isaac Ange l'autorisation de faire traverser pacifiquement son armée les terres byzantines. En route pour rejoindre la croisade en Terre Sainte, Isaac accepta et promit même d'aider avec des provisions. À l'arrivée de Frédéric et de son armée, Isaac attaqua les croisés allemands. Contraint de riposter, Frédéric écrasa complètement les forces byzantines en déroute. Frédéric aurait probablement pu prendre Constantinople lui-même, mais il refusa de continuer une guerre contre des chrétiens alors qu'il avait juré de partir en croisade. L'empereur du Saint-Empire romain germanique fit la paix avec Isaac humilié et poursuivit sa route vers la Terre Sainte. Finalement, Isaac Ange devint victime des intrigues du palais. Son propre frère, Alexis Ange, mena un coup d'État si réussi qu'Isaac fut capturé, aveuglé et envoyé dans un monastère avant que les partisans d'Isaac ne puissent offrir la moindre résistance. Alexis Ange devint alors Alexis III et, après avoir détrôné son frère, il ne connut plus jamais le moindre succès. Alexis III poursuivit la mauvaise gestion de son frère envers les Bulgares, qui ne cessaient de gagner en puissance. Il s'est également embourbé dans un conflit coûteux avec les Seldjoukides d'Iconium. Et il a même provoqué des ennuis avec l'empereur du Saint-Empire romain germanique Henri VI, qui semblait prêt à envahir les terres byzantines lorsqu'il est mort. Soudainement, tout ce temps, Alexis III ignorait l'effondrement de ses frontières et les victoires de ses ennemis, se livrant à de somptueux banquets et se détendant dans ses villas ensoleillées sur le Bosphore. Les conditions étaient désormais désespérées dans les campagnes. Les paysans étaient démunis et les fonctionnaires locaux pillaient ce qui restait dans les trésors. Les pillards turcs attaquaient les terres agricoles d'Anatolie en toute impunité. Sous les Angélos, l'ancien état administratif byzantin s'était pratiquement effondré. Mais en 1203, une calamité soudaine survint. Même Alexis III ne pouvait l'ignorer. Le fils d'Isaac l'aveugle, Angelos, aussi appelé Alexis, que nous nommerons Alexis IV. À partir de là, il avait conclu un accord avec les Vénitiens et les Francs de la 4e croisade. Alexis IV a sollicité les croisés pour retrouver le trône de son père à Constantinople. En échange, Alexis IV a promis d'apporter aux croisés le soutien total de l'Empire byzantin dans leur guerre contre l'Égypte. Peut-être que les croisés ne se rendirent pas compte de la faiblesse de ce soutien, étant donné l'état de Byzance à l'époque. C'est en tant qu'allié du jeune Alexis qu'être le fils amer d'Isaac Ange, qui avait été aveuglé, que les Vénitiens et les Francs arrivèrent à Constantinople, marquant ainsi le début du dénouement infâme de la 4e croisade. Ayant entendu l'histoire du règne des anges, il n'est pas surprenant que Constantinople ait chuté si facilement en 1204 lors de la 4e croisade. Avant la chute de Constantinople, Isaac Ange et Alexis III avaient presque ruiné l'Empire byzantin. Leur gestion avait vidé le trésor, détruit les institutions et rendu la population amère. L'Empire commençait déjà à se fragmenter dans les années 1180-1190, la maladie était présente. Les événements de 1204 n'étaient pas que l'aboutissement d'un processus déjà bien avancé. D'autres détails entourant la 4e croisade méritent d'être débattus. On peut même dire qu'il ne s'agissait pas d'une croisade du tout. Elle a débuté comme une croisade, mais ses membres ont été excommuniés après avoir trahi leurs vœux. À ce moment, elle n'était plus une croisade, mais une expédition militaire séculière guidée par les intérêts politiques de Venise. Le nombre de croisés ayant quitté l'expédition quand elle s'est tournée contre des chrétiens montre comment les chrétiens latins voyaient alors les croisades. Mais tout cela mis à part, il semble absurde d'affirmer que la 4e croisade a été l'événement décisif dans la destruction de l'Empire byzantin. Ce fut un événement dans ce vaste processus, mais un seul est tardif. Les dégâts majeurs avaient déjà eu lieu. On peut appeler la période après la mort de Manuel Ier Comnène en 1180, suivie du règne des anges, 1185-1204, la phase critique du déclin de l'Empire. De plus, il convient de souligner qu'en réalité, la 4e croisade n'a pas marqué la fin de l'Empire byzantin.
On suppose qu'à cette époque, l'Empire byzantin a subi un coup si grave qu'il ne s'en est jamais remis. Mais il s'est tout de même relevé, dans une certaine mesure. En effet, les Byzantins avaient repris le contrôle de leur capitale en 1261, et l'Empire a continué d'exister pendant encore environ 200 ans. Pendant cette période, le véritable problème auquel les Byzantins étaient confrontés n'avait pas changé depuis avant la 4e croisade, la perte de l'Asie mineure, désormais dominée par les Turcs. Il n'est pas surprenant que la fin de Byzance ait eu lieu en 1453 avec la conquête ottomane, les ancêtres des Turcs ayant déjà affaibli la domination byzantine en Asie, des siècles plus tôt en Asie mineure. Merci de votre attention. Découvrez maintenant notre documentaire sur la vie de Baudouin, 4 rois lépreux de Jérusalem. Cliquez sur la vidéo affichée à l'écran pour regarder. Maintenant. Veuillez vous abonner à cette chaîne et activer la cloche pour recevoir les notifications. Retrouvez-nous sur Patreon pour des questions et du contenu exclusif en coulisses. Cliquez sur le lien Patreon dans la description ci-dessous.